d'idée, comment ça va s'intégrer maintenant dans ses concepts d'elle et dans son schéma d'identité. C'est à ça que ça sert, le traitement de l'expérience. À amener la personne à être en contact avec le sens, donc à approfondir un peu plus, parce que vous savez, on a bien beau être très instruit, avoir beaucoup lu, avoir fait beaucoup de recherches, parfois dans l'expérience, on a l'impression qu'on est encore en train de faire les premiers pas. Mais être en train de faire un petit pas. Et c'est un pas important dans son expérience. Et quand je l'aide à découvrir le sens, je la rends sujet, au sens où je la rends responsable. Le conseiller ou expert, ou l'intervenant expert, et là, je parle des intervenants de façon très large, qui rencontre une personne et qui lui dit « Tu as vécu ça, ça veut dire telle chose », il est en train de vivre la personne comme objet. Et il est en train lui-même de ne pas être sujet. Là, je m'excuse, je suis en train d'anticiper sur le rôle du conseiller. Je m'emballe un peu en parlant. Découvrir le sens, il faut encore faire un pas un peu plus loin pour savoir qu'est-ce que j'en fais. Alors, on arrive avec le troisième principe, le développement, une expérience à intégrer. C'est-à-dire à placer dans mon schéma d'identité. Quand je vis une expérience, je suis en train de faire une unité d'expérience à l'intérieur de mon développement. Je suis en train d'ajouter quelque chose d'important dans mon développement. Quand je traite mon expérience, je suis en train de l'organiser. Et quand je regarde le sens, pour l'intégrer, je suis en train de consolider ou de faire bouger mon identité. Parce que je peux refuser le sens. Hein? La madame qui me disait à 48 ans, je suis jalouse, elle peut me dire tout de suite après, mais je ne veux rien savoir de ça. Elle refuse le sens, alors elle va arrêter le mouvement de changement. Dans cette partie-là. Elle n'arrêtera pas son mouvement de changement de façon globale, mais dans cette partie-là d'elle-même, elle va arrêter son mouvement. Elle refuse. Non, c'est pas vrai, je suis pas comme ça. Elle l'a sûrement dit longtemps pour simplement être en contact avec à 48 ans, alors que c'était réellement une femme très jalouse. Et ici, ça me fait penser que plus l'expérience est intense, plus le sens pourra être enthousiasmant ou menaçant pour la personne. Si c'est une expérience qui m'amène à me percevoir par le biais des feedbacks que j'ai eus des autres ou par une recherche intérieure que j'ai faite de moi-même comme étant importante, mais accueillir le sens, ça va être emballant. Hein, je suis quelqu'un qui a compris quelque chose, je vais être plus enthousiaste. Les autres me disent, mon Dieu, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Hein? Il semble que tu as changé. Et si l'expérience, elle me demande de défaire des choses, ou de réorganiser, ou de passer à un autre niveau d'expérience, de dénoyauter des mauvaises expériences pour avoir accès un peu plus profondément à ma vie, ben peut-être que je ne suis pas prête tout de suite. Peut-être que je vais commencer tranquillement et que l'intégration va être plus longue. Et je vous ramène à ce que je vous disais tantôt, c'est pas suffisant de vivre des expériences pendant 2, 3, 4, 5 ans. Il faut prendre le temps de les vivre, de les traiter et de les intégrer pour que ça se place à l'intérieur de mon être comme personne et dans mon environnement aussi. Parce que quand je change, les autres aussi me renvoient des feedbacks. Et on retrouve le même schéma. J'ai changé, les autres me renvoient des feedbacks qui me stimulent, qui me donnent envie de faire d'autres expériences, de les traiter et de les intégrer. Et vous avez ce que j'appelle, moi, la spirale du développement. C'est continu. Comment on fait pour faire vivre des expériences? Vous voyez qu'on arrive au processus de résolution de problèmes.
Pour faire vivre une expérience, il faudra que j'engage la personne dans une exploration d'elle-même. C'est la même chose pour l'enfant. L'enfant à qui j'interdis tout ne se développera pas beaucoup parce qu'il va faire moins d'expérience. Là, je parle du jeune enfant, le tout jeune enfant. Si il a des possibilités de diversifier son expérience, bien, il va avoir un réseau plus riche pour se former des concepts de lui et pour organiser son identité. Alors, faire vivre une expérience, c'est ouvrir à la personne la porte sur l'exploration, c'est-à-dire l'engager en termes cognitifs dans la divergence. Nous, les adultes, on a tellement été dressés à penser dans un sens défini, à converger vers, qu'on a de la difficulté avec la divergence. Et c'est les attitudes qui sous-tendent le processus. Et habituellement, les questions que j'entends, c'est « Mais ça mène où, ça? Qu'est-ce qui va arriver? Je vais faire quoi avec ça après? » Toutes des questions qui sont, dans le fond, des blocages à la démarche d'exploration. Pour bien faire explorer, il faut que je sois capable de tolérer l'ambiguïté. C'est-à-dire accepter de ne pas savoir tout de suite où je m'en vais, de ne pas avoir la réponse, prendre le risque, m'engager dans le risque qu'il y a. Ça aussi, je le développerai dans quelques minutes. Quand l'individu aura vécu son expérience, il faudra la faire traiter, donc cristalliser. C'est-à-dire, si je me réfère au schéma de développement, organisé en concepts. Autant des concepts de moi que des perceptions sociales ou relatives au travail ou relatives à l'environnement. Parce que explorer en termes vocationnels, ça ne veut pas simplement dire définir des concepts de moi, il faut que je les situe. Alors, je pourrais faire explorer la personne sur ce qu'elle est, elle, comme personne, si c'est pas fait, mais il faudra aussi que je déborde pour faire explorer le milieu social, le milieu éducatif, le milieu de travail, les références aux perceptions des parents, au projet parental pour moi. Et ensuite, je ferai organiser les perceptions. Et là, ça sera le moment de revenir un peu à la convergence. Mais la convergence, ça sera efficace dans la mesure où je pourrais ici, là, c'était beaucoup tolérer l'ambiguïté et le risque. Il y en a d'autres, là, plus subtils. Moi, pour l'éléphant de l'exposé de ce matin, j'en nomme deux. Pour la convergence comme attitude pour aider, je marque l'estime de soi. Pour le comprendre, je reviens à mon schéma. Si, au cours des expériences de développement que j'ai faites, je n'ai ramassé que des perceptions négatives ou pas très bonnes de moi, je ne voudrais pas avoir de concept de moi. Dans la mesure où je peux rendre le développement ou amener la personne à avoir des perceptions un peu positives d'elle-même, je l'aiderai à organiser ses concepts d'elle-même à partir d'un critère d'estime de soi. Est-ce que ça vaut le coup? Et est-ce que je m'aime assez pour organiser mon expérience pour qu'elle prenne du sens? Vous êtes au deuxième principe, la recherche du sens. Si je ne m'aime pas, je ne chercherai pas le sens. J'ai bien trop peur qu'il soit encore négatif. Si je ne développe pas l'estime de soi à la cristallisation, je risque de passer à côté de ce qui est important à cette étape du processus. Vous savez, ensuite, il va falloir intégrer, donc définir des besoins et des valeurs. On va être rendu à l'étape de l'évaluation, ce qui demande... en termes d'étapes, c'est la spécification. Ce qui demande une pensée évaluative. Et dans l'attitude que moi je trouve importante, c'est être capable d'accepter, de perdre, accepter la perte.
Accepter la perte au sens où choisir, c'est perdre quelque chose. Vous avez choisi d'être ici ce matin, mais vous avez perdu autre chose à l'extérieur. Vous choisissez un conjoint, mais vous perdez d'autres possibilités. Il y a toujours une perte. Et le drame, souvent, des étudiants et des conseillers qui aident les étudiants en phase de spécification, c'est de vouloir ne rien perdre. C'est pas possible. Choisir, c'est perdre. Si la perte, dans mon développement à moi, a un sens négatif et que j'ai jamais pu intégrer les pertes que j'ai vécues, bien sûr que ça va être menaçant. D'amener l'étudiant à accepter de perdre quelque chose en choisissant. Bien sûr, il faudra qu'il se centre sur ce qui est fondamental, qu'il retienne des choses les plus importantes pour lui, quitte dans des activités parascolaires ou plus sociales à côté, à compenser ou à, je dirais, à profiter ou à mettre en œuvre, en mouvement des choses qu'il avait mises de côté temporairement. Mais évaluer, c'est accepter de perdre. Et quand j'ai accepté de perdre des choses, je peux faire un choix. À la fin à la troisième étape, vous avez donc ici le choix qui se situe. Et la dernière étape, qui est l'étape de réalisation, pour moi, c'est la reprise du processus. C'est la reprise au sens où, quand j'ai décidé du choix à faire, je recommence les démarches pour savoir comment réaliser le choix. Dans quel établissement scolaire je vais aller, quels vont être les coûts financiers, comment je prépare mon dossier, et ainsi de suite. J'explore, j'organise les données pour pouvoir me déterminer des valeurs importantes, et le mouvement recommence. Vous retombez dans la même spirale de développement. Par rapport au schéma, ça fait presque 1 heure que je parle, c'est incroyable. Par rapport au schéma, avez-vous quelques questions qu'on pourrait clarifier avant de passer un peu au rôle du conseiller? Parce que je voudrais quand même garder du temps pour qu'on échange entre nous. Oui? Je souhaiterais, parce que j'étais ici il y a quelques années et j'avais l'impression que j'arrivais à apprendre à peu près tout, mais je me rends compte que j'ai plus de difficultés. Alors, est-ce que vous pourriez revenir sur un certain nombre de concepts, notamment dans... Voir sur l'expérience de l'autre. Et un conseiller éducateur de l'intentionnalité, c'est un conseiller qui s'engage dans l'expérience. Et c'est angoissant pour beaucoup de personnes. Puis même, je vais vous dire que c'est parfois pour moi aussi, c'est angoissant. Parce que je suis confrontée avec des problèmes qui ne se présentent pas de la même façon. Le développement, on peut l'expliquer dans un schéma théorique, mais quand je suis en pratique devant un individu bien concret, avec toutes les expériences qu'elle a vécues, moi, je n'ai jamais rencontré deux qui l'ont dit de la même façon. Alors, si comme conseiller, je me présente comme objet, expert, qui a la solution, vous voyez à quel point je réduis l'expérience de l'autre. Pour ne pas réduire l'expérience de l'autre, il faut que je devienne moi-même sujet dans la relation. Et ça vaut pour la relation à un individuel comme pour la relation au groupe. Dans les groupes, ce que j'observe le plus souvent, j'observe des belles choses. Mais pour vous faire comprendre, je vais vous dire ce qui est un peu moins bien. Ce que j'observe le plus souvent en termes de difficultés, c'est que le conseiller, à un moment donné, il commence à faire explorer, mais il ne sait pas c'est quoi qu'il doit faire après. Alors, il devient bien insécure, c'est angoissant, c'est insécure, et vite, il récupère son rôle d'expert. Bon, vous voyez, maintenant que vous avez exploré, ça veut dire ceci, ça veut dire cela, et on commence à poser des diagnostics, on commence à poser des interprétations, et on a l'air savant. On sait des grands mots qu'on est capable de lire dans l'intérieur de l'autre. Ça peut être un peu valorisant, mais c'est très néfaste et très peu éducatif. Je peux, par connaissance, par compétence, savoir un peu ce que l'autre est en train de vivre. Et ça fait partie de la formation que je me donne et c'est important. Mais je n'ai pas à le devancer dans son développement. Je vous disais tantôt, on ne pousse pas sur les fleurs. On ne tire pas sur les fleurs pour qu'elles se développent.
Mais je ne tirerai pas non plus sur la personne en lui garochant des interprétations ou des diagnostics. Je vais l'accompagner. Je vais poser des questions. Je vais reformuler son expérience. Je vais lui proposer une expérience pour qu'elle s'engage dans son développement. Et moi, je vais faire quoi comme expert? Je suis quand même un expert. Je vais devenir un accompagnateur au niveau du contenu. Un accompagnateur au niveau du contenu, ça veut dire que je me vis comme sujet, que je laisse la personne se vivre comme sujet et je l'accompagne pour qu'elle ait accès plus profondément au contenu qu'elle est en train de vivre. Et c'est quelque chose qui demande beaucoup de compétences et beaucoup de formation. On est en train de nommer tout le rôle de l'empathie dans la relation d'aide. L'empathie qui est le premier mouvement où, en écoutant, je commence à faire des associations entre ce que la personne dit, ce que moi je sais, ce que j'ai vécu. Dans un deuxième temps, où je me laisse vibrer dans mon expérience à moi, avec ce que la personne me dit d'elle-même. Il ne faut pas que j'en reste à ce niveau-là, parce que je vais devenir sympathique. Si je vibre trop et que je pleure en même temps que la personne, ça va prendre un autre conseiller pour régler le problème qu'on est en train de vivre, nous deux. Ça ne sera plus de la relation d'aide. Il faut que la vibration que je me suis permise me permette de prendre un peu de retrait pour dire c'est à peu près ça qu'elle vit. C'est la troisième dimension de l'empathie qui me permet de comprendre de l'intérieur le contenu de l'autre pour poser avec elle les bonnes questions, pour savoir quelle expérience je dois faire pour faire bouger son développement, pour être aussi un support. C'est pas facile parfois, des expériences qui sont difficiles, des élèves qui viennent nous voir et qui disent « Mon père et ma mère voudraient que je fasse ça. Moi, je suis malheureux là-dedans. » Si je me place d'autorité, je dis « Mais qu'est-ce qui se passe? Que tes parents, ils te connaissent, il doit avoir quelque chose de bon. » Je suis en train complètement de le couper de son expérience. Je peux accompagner son contenu en lui demandant ce qu'il menace, ce qui lui fait peur, comment il se définit, lui. Pourquoi? Qu'est-ce qui est différent entre lui et le projet parental? Ces deux activités que je fais faire habituellement. Je demande à la personne de dessiner c'est quoi pour elle le travail idéal dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je vais lui demander de dessiner le projet parental. Qu'est-ce que mes parents veulent pour moi? Et on va essayer de démarquer qu'est-ce qui est semblable, qu'est-ce qui est différent et comment la personne va se resituer. Mais quand je fais ça, le contenu vient de la personne. Je ne suis pas en train de lui dicter de l'extérieur les pas à faire. Je suis en train de l'accompagner dans une démarche. Je suis un accompagnateur au niveau du processus. Bien sûr, ça va demander aussi une connaissance clinique des étapes du processus. Je vous disais au tout début que parfois vous avez devant vous un élève qui va vous parler en unité d'expérience. Essayez pas d'aller le faire évaluer, il ne pourra pas. Il faut que j'essaie de situer à quelle étape du processus il est rendu, ce qu'il est en train d'explorer. Peut-être que la difficulté vient du fait qu'il n'a pas une image de lui, qu'il n'a pas de concept de lui, que son image n'est pas organisée. La même chose pour les représentations professionnelles. Il a des notions variées sur les milieux, les contextes professionnels ou la définition du travail, mais il ne les a pas organisés en catégories, ni en structure non plus. Alors le choix va devenir impossible. Alors, par l'expertise que je me donne au niveau de la dimension, je dirais, habileté, qui est plus cognitive, et l'expertise que je me donne au niveau attitude, qui est comment j'interviens en tant qu'aidant, au niveau de l'empathie, au niveau de la confrontation, au niveau de l'authenticité, tous les fondements de base de l'intervention dans l'approche humaniste, bien, je suis un sujet avec une compétence qui vit avec un autre sujet qui a une compétence, mais qui a une difficulté. Alors, c'est très différent de penser le processus de cette façon-là que de le penser en termes diagnostiques.
C'est tout à fait différent. Là où souvent les difficultés, les conseillers ont de la difficulté à rester accompagnateurs au niveau du contenu, c'est d'accepter de ne pas avoir de réponse toute faite. Et ça demande une bonne estime de soi. Je place, vous voyez, je place dans le deuxième principe, le développement.